Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la semaine de l'économie sur France 24, consacrée largement à l'impact économique de la crise du coronavirus. J'ai le plaisir de recevoir François Langlais, éditorialiste à TF1, également auteur du livre Tout va basculer, c'est aux éditions Albin Michel. Bonjour François Langlais, merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission tournée en confinement. Le FMI nomme cette crise du coronavirus le grand confinement. Elle devrait entraîner une baisse de 3% du PIB de la planète en 2020, mais une chute encore plus brutale en 2021 n'est pas exclue par l'organisation. Pourquoi l'impact est-il si violent, François Langlais ? En fait, c'est un peu comme un coma artificiel, si vous voulez. C'est-à-dire que la récession ne provient pas de facteurs endogènes à l'économie, mais on l'a délibérément orchestrée de façon à limiter les contacts pour une raison qu'on connaît tous, limiter la contagion. Et effectivement, le FMI donne les mesures globales de tout ça, 3% pour la planète, mais en réalité, par tête de pipe, de terrien, si je puis dire, c'est davantage, parce que, comme vous le savez, la population de la Terre augmente chaque année. Donc c'est un événement évidemment sans précédent depuis la guerre, c'est avéré. Pour la reprise éventuelle, on s'interroge encore sur le calendrier. Je pense que bon, le FMI est dans son rôle lorsqu'il fait des spéculations, mais il faut les prendre comme telles parce qu'on ne connaît pas la rapidité et le calendrier de la reprise. Les quelques éléments qu'on a sont très contradictoires. Quand on voit ce qui se passe en Chine, même 15 jours après la fin du confinement, on constate que l'économie est toujours très nettement en dessous de son potentiel ou même de ce qui avait été fait l'année d'avant. Mais à l'inverse, aujourd'hui sont sortis les résultats de LVMH et de L'Oréal qui montrent que, au moins pour L'Oréal, qui est quand même connecté au marché de la grande consommation, la chute n'est pas si forte et surtout, la reprise, dès que les magasins ont ouvert, a été très significative. Alors justement, la France prévoit une récession de 8% tout de même, d'après les chiffres français cette fois. Le 11 mai prochain, Emmanuel Macron donc, prévoit une réouverture progressive des écoles. François Langlais, l'activité va-t-elle reprendre à cette date ? Écoutez, mon pari, c'est que tout ça va se faire de façon progressive et que ça va nous emmener au moins jusqu'à l'automne. Parce que, bon, on le sait d'ores et déjà, il y a tout un secteur des services qui ne sera pas opérationnel, les restaurants, les lieux accueillant le public, l'économie du spectacle vivant qui compte beaucoup pendant l'été, tout ce qui concerne le tourisme, où on peut attendre évidemment que les Français ne bougent pas à l'étranger, mais que les étrangers, qui sont quand même beaucoup plus nombreux à venir en France d'habitude, ne viennent pas non plus. Donc le solde devrait être négatif pour l'industrie du tourisme. Ça veut dire que on va probablement assister à une reprise graduelle, marquée effectivement par le retour des enfants à l'école qui permet aux salariés d'être plus présents sur le lieu de travail. Il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on a constaté par exemple dès le début du mois de mars en Italie, que quand les écoles sont fermées, il y a 15% des travailleurs qui ne sont pas là parce qu'ils doivent garder leurs enfants, alors même qu'on ne peut évidemment pas en confier la garde aux grands-parents parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables devant la maladie. Donc ce 11 mai est plutôt une date positive tout de même pour une forme de reprise de Oui, l'activité. oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que tout le monde va s'activer. L'avantage d'avoir mis une date dès aujourd'hui, c'est que justement, c'est une date sur laquelle les chefs d'entreprise peuvent s'appuyer pour organiser la reprise en prenant toutes les précautions sanitaires qui sont nécessaires justement pour organiser le travail dans ces nouvelles conditions avec lesquelles nous allons vivre. Alors là, probablement pas des mois, mais peut-être des années, je ne sais pas. Le terme de tout cela, il est absolument inconnu puisque c'est le moment où on aura trouvé ou un vaccin ou un traitement. Les entreprises sont prêtes justement à amorcer ce changement, ces règles sanitaires et à faire revenir les travailleurs, à votre avis ? Je crois qu'elles sont à la fois désireuses et inquiètes. Désireuses parce que, faute d'une reprise à cette date-là, bon nombre d'entre elles prendraient des risques pour leur propre survie, et inquiètes parce que justement, il va falloir tout réorganiser. Évidemment, dans les usines, dans les magasins, mais aussi dans les bureaux. Et tous les bureaux qui sont en open space aujourd'hui, et c'est quand même des endroits où il va falloir respecter les distances minimales, peut-être installer des cloisons en plexiglas. Il y a des entreprises où les bureaux ne sont pas attribués et où un bureau peut recevoir plusieurs salariés dans la même journée.
sur des pratiques, comment les concilier avec les nécessités sanitaires d'aujourd'hui. Donc tout ça, évidemment, pose question pour les entreprises, sans parler des questions de salaire pour le personnel qui a été exposé à la contagion, à qui on a demandé quelquefois de travailler davantage pour nous permettre de nous nourrir, de nous soigner ou tout simplement de livrer les colis. Donc toutes ces questions nouvelles, évidemment, inquiètent les chefs d'entreprise parce qu'il va falloir trouver une solution consensuelle avec les syndicats s'il y en a ou avec les salariés en tout cas. Et donc, je pense que les sentiments des patrons vis-à-vis de cette reprise sont ambigus. Les dépenses publiques, en tout cas, on sait qu'elles vont atteindre un niveau jamais atteint depuis 1945, d'après ce que j'ai lu, François Langlais, le déficit public estimé à 9%, la dette devrait dépasser les 115% de PIB. C'est nécessaire pour faire face à cette crise aujourd'hui? Oui, telle que nous l'avons prise, oui. C'est-à-dire que justement, le fait d'avoir provoqué ce coma artificiel de l'économie fait que dans le même temps, exactement, il faut que l'État se substitue aux employeurs pour financer le chômage partiel, aux banques pour garantir les emprunts demandés par les entreprises, éventuellement aux actionnaires pour nationaliser les entreprises qui en auraient besoin. On parle de cela pour une éventualité pour Air France ou pour des constructeurs automobiles. Donc l'État est partout. Partout, évidemment, il lui faut des moyens. Ça s'évalue en centaines de milliards, parce que là, aujourd'hui, on a un plan de soutien qui est à peu près de 110 milliards. Vous aurez noté comme moi que la facture évolue tous les jours, et plutôt à la hausse, mais ça n'a pas encore pris en compte les moins-values de recettes fiscales qui peuvent être considérables, au moins pendant toute la période du confinement. En gros, 10 jours de confinement, c'est un point de PIB en moins sur l'année. Donc, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Alors évidemment, ça veut dire qu'en gros, nous attaquerons le 11 mai avec une croissance de moins 6% par rapport à l'année 2019. Évidemment, tout dépendra de ce qui se passe du 11 mai au 31 décembre. Est-ce que la reprise sera là ou pas? Est-ce qu'elle sera très graduelle ou bien plus rapide qu'on ne l'escompte? Là-dessus, il y a des grands points d'interrogation, mais dans tous les cas, ça finit par une facture finale très, très, très lourde pour l'État français, mais pour la plupart des États dans le monde. Et qui va payer la facture? Écoutez, il semble qu'on se soit mis d'accord, sans se le dire vraiment, pour faire payer les banques centrales, c'est-à-dire pour créer de la monnaie. Alors, dans des circonstances différentes, la Banque d'Angleterre vient de déclarer qu'elle allait prêter désormais directement à l'État britannique, à l'État du Royaume-Uni. Donc, sans passer par les marchés, on lève un tabou. C'était complètement interdit dans les dernières décennies, justement pour prévenir la tentation que pouvaient avoir les gouvernements de dépenser davantage sans véritablement payer la facture. Eh bien, on lève cette contrainte. En revanche, en zone euro, la contrainte est beaucoup plus lourde parce que c'est un petit peu comme si tous nous nous endettions dans une monnaie étrangère. Et la Banque centrale, elle ne dépend pas de l'État français ni de l'État allemand. Et elle a ses propres statuts et elle a disons, une fonction un petit peu fédérale. De fait, ça va revenir, je ne dis pas au même, parce qu'elle sera plus précautionneuse que la Banque d'Angleterre ou que la fédérale américaine, la fédérale réserve américaine, mais quand même, ces dettes vont aboutir dans les coffres des banques centrales. Donc il va y avoir des centaines, peut-être des milliers de milliards d'euros ou de dollars, peu importe, qui seront stockés dans les banques centrales et qui généreront des intérêts assez faibles, parce que les taux d'intérêt aujourd'hui sont très faibles, que les États paieront de façon un petit peu fictive, parce qu'en réalité, les actionnaires des banques centrales, ce sont précisément les États. Donc ils retrouvent les sommes qu'ils vont verser aux banques centrales, qui au demeurant seront très faibles. On va mettre un sarcophage dessus, un petit peu comme Tchernobyl, en espérant que ça ne fuit pas, et que les effets de cette création monétaire n'impacteront pas le système de fixation des prix. C'est ça la grande crainte, c'est que vous savez qu'il y a toujours eu une équivalence entre la création monétaire et l'inflation. Alors, certains des esprits les plus éminents nous disent aujourd'hui, ça n'est pas la même chose. En général, quand on dit ça, on se trompe, parce qu'il y a des invariants, et il est possible que l'inflation se manifeste sous des formes tout à fait nouvelles, comme on l'a vu d'ailleurs dans les années récentes, où ça n'est pas tant par les prix que sur le prix des actifs. Mais j'observe quand même que cette crise nous contraint à refermer davantage les frontières. C'est une tendance qui était antérieure, pour le coup, et ça fait plusieurs années que le besoin de protection fait que les frontières se sont réérigées un peu partout dans le monde. Si c'est le cas et que ça se poursuit, que ça se durcit, l'un des facteurs qui contrait l'inflation, qui est la mondialisation, va s'atténuer. Parce que jusqu'ici, ce qui permettait de limiter les prix, c'est le fait que
pour un producteur, il y avait 1000 façons de s'approvisionner, très facile. La terre était plate, comme disait Thomas Friedman. Ça n'est plus le cas. Elle est aujourd'hui hérissée de barrières. Donc, on peut très bien avoir de nouveau des contraintes sur l'offre. Il y a à la fois la difficulté de se réorganiser après la crise et au fait qu'il y aura des frictions dans le commerce international parce que les frontières seront rétablies. Alors, dans votre livre, justement, vous parliez d'un basculement vers la fin d'un cycle libéral, François Langlais. Cette crise va marquer la fin de cette mondialisation telle qu'on la connaissait. C'est ce que vous avez l'air de dire, et en même temps, on peut aussi se dire que tout va recommencer comme avant une fois que ça sera terminé. Je ne pense pas. Enfin, en réalité, je ne pense pas que la crise change quoi que ce soit. Mais la crise sanitaire, j'entends, elle précipite des évolutions qui étaient déjà engagées avant et qui faisaient justement l'objet de ce livre. Ces évolutions, elles sont dominées par le fait que dans tous nos peuples, hein, c'est un cycle qui est assez mondial, c'est curieux, mais c'est comme ça. Ce qui était naguère le besoin de liberté se transforme en besoin de protection. On est parti complètement de l'autre côté. Et le point d'inflexion, ça a été la crise de 2009 en réalité. Hein. On voit déjà depuis ce moment-là le logiciel collectif, à la fois au plan économique et au plan politique, avec l'essor du populisme, se transformer. La crise Covid-19 n'apporte rien de nouveau, mais elle dramatise, elle précipite, elle force ces évolutions qui étaient engagées avant elle. Et je pense qu'il va y avoir non pas un changement de nature, mais un changement de mesure dans l'évolution des mentalités et dans le logiciel collectif, qui va d'ailleurs se faire sentir aussi dans la politique économique française. Regardez l'intervention du président Macron il y a 3 jours. Il l'a conclu par d'abord la nécessité de se réinventer au plan idéologique, y compris par moi, a-t-il dit, hein, et par une espèce de grand plaidoyer pour la planification. Attendez, saperlipopette, c'est un mot on ne pensait pas qu'il faisait partie du vocabulaire du président. Et puis, l'indépendance nationale en matière agricole, industrielle, sanitaire et technologique, nous a-t-il dit. Ça veut dire le retour des frontières, ou alors les mots n'ont pas de sens. Donc, même un esprit libéral comme lui, qui était arrivé d'ailleurs avec un programme qui était assez à contre-temps, hein, avec l'esprit des temps précisément, est en train d'évoluer. La France était l'un des derniers pays à rester sur ce logiciel justement un petit peu vieilli, un petit peu démodé, et je pense qu'on va assister à un basculement dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Merci François Langlais d'avoir été avec nous pour la semaine de l'écho. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de la semaine de l'économie sur France 24. Vous restez avec nous bien sûr sur la chaîne. L'essentiel de l'actualité européenne. Un débat où s'affrontent les pires et les meilleurs élèves européens. Un entretien exceptionnel avec un grand invité. Ici l'Europe, présenté par Caroline de Camaret, à voir sur France 24 et sur france24.com.